Merci à toutes et à tous d'être autour de cette table, table d'hôtes consacrée à la féminisation de l'emploi en agriculture, organisée par Vox Demeter. Alors, je suis Gabrielle Dufour, responsable communication de Agridé, think tank de l'entreprise agricole. Et j'ai le plaisir d'animer cette table d'hôtes avec ma chère Fadela. Fadela, bonjour. Bonjour Gabrielle. Fadela, c'est pas tout à fait un hasard qu'on soit là toutes les deux aujourd'hui. Je crois pas, non. Ouais. Tu t'intéresses aussi aux agricultrices, je crois. Oui, moi je m'intéresse. Alors moi je suis une ancienne journaliste de la presse agricole. Je dirige une agence de communication spécialisée sur le monde agricole. Et je constate tous les jours que je travaille avec plus d'hommes que de femmes. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai sens à m'intéresser justement à la thématique de ce matin. Oui, et tu fais partie de Vox Demeter. Et je fais partie donc de Vox Demeter, donc je suis adhérente en effet de Vox Demeter, qui est une association qui a à peu près 2 ans, je crois, qui a vocation à travailler justement sur l'emploi, sur les femmes et les agricultrices dans le monde agricole. Pas vraiment et d'être vraiment dans une interaction, dans un dialogue. On n'est pas entre soi, on est vraiment dans un échange autour de différents événements qu'on peut mener au forum et puis différents échanges médias et une table ronde comme aujourd'hui sur l'agriculture et d'autres événements qu'il y a sur le salon. Oui, et moi non plus, je ne suis pas là par hasard, ouais, tout à fait. Alors moi, j'anime un groupe de travail à Agridé sur les femmes chefs d'entreprise agricole, sur la dynamique de l'entrepreneuriat féminin. Et on apprend beaucoup de choses. C'est comme aujourd'hui, avec des experts autour de la table qui parlent de leur vision des femmes et leur perspective. Alors, je vais commencer... peut-être nous donner quelques chiffres, nous faire un petit état des lieux. Exactement. Sur la thématique. Exactement. Un état des lieux que peut-être François Purseigle pourra peut-être prolonger. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. C'est 47%. 47%, c'est le pourcentage de filles dans les lycées agricoles. Près de 60%. Alors, Valérie Leroux, je parle sous ta surveillance. 60%, c'est le pourcentage de filles, de jeunes filles, dans les écoles d'ingénieurs agronomes. Donc, plus de filles que de garçons. Malgré cela, on a seulement 26% de femmes chefs d'entreprise agricole. Et c'est surtout 26%, ça ne bouge pas depuis 10 ans. On a aussi 30% de femmes actives agricoles, c'est-à-dire salariées et chefs d'entreprise agricole. Ça ne bouge pas non plus. En valeur absolue, ça diminue même, hein, puisque, comme vous le savez, femmes et hommes, les actifs agricoles diminuent. Donc on va parler de cette féminisation en demi-teinte, hein, peut-être. On demandera à François Purseigle son avis là-dessus. Mais avant cela, j'ai un dernier chiffre à vous donner qui est issu de l'enquête de la MSA qui est parue il y a ces dernières semaines, qui est 83% des femmes. C'est énorme, 83% des femmes. C'est des femmes qui estiment qu'il y a encore des inégalités entre hommes et femmes dans les métiers agricoles, 83%. Et même 31%, je vais y arriver, de femmes qui pensent qu'en agriculture, eh bien, ces difficultés sont encore plus dures que dans d'autres domaines, d'autres secteurs. Donc je voudrais qu'on le garde en tête. Merci Gabrielle. Alors du coup, je vais tout de suite poser la question à François Purseigle, donc qui est enseignant, chercheur, auteur, et qui a notamment écrit un livre l'année dernière, c'est ça, qui s'intitule « Une agriculture sans agriculteurs ». Alors moi, j'ose déjà te demander, François, est-ce que tu aurais pu intituler ton livre « Une agriculture sans agricultrice » ? Ah bien, effectivement, c'est un risque, puisqu'on voit bien, comme l'a souligné Gabrielle, qu'on est très très loin de cette dite féminisation de l'agriculture. Vous le savez, hein, la presse relate très souvent des trajectoires qui conduisent des femmes cadres à s'installer en agriculture. Elles sont pas moins de 30% des hors cadres familiaux à s'installer. Hein. Elles sont nombreuses à faire le choix aujourd'hui de bifurquer
de changer de vie, mais au-delà de ces retours d'expérience qui sont relatés dans la presse, on voit bien que les chiffres plafonnent, stagnent, hein, c'est-à-dire que on n'a jamais eu aussi peu de femmes chefs d'exploitation en France. Alors il faut savoir en plus que les femmes, vous le savez tous et tous, pendant très longtemps n'avaient pas réussi à conquérir ce statut de conjointe collaborateur, même si les femmes en agriculture, il faut le savoir, peuvent s'installer depuis les années 60. Dans les années 70, 80, des femmes se sont installées. Mais le gros des troupes, malheureusement, n'avaient pas de statut parce qu'elles étaient simplement sous le coup d'un statut marital. Et donc, il y a eu cette conquête du statut de conjoint qui a pu conduire à une élévation, finalement, du taux de femmes dans la population active générale en agriculture. Mais finalement, les femmes constituent le gros des bataillons qui vont partir aussi à la retraite, hein. On a intitulé notre ouvrage avec Bertrand Hervieux « Une agriculture sans agriculteurs » parce que finalement, vous le savez tous, 200 000 d'entre eux auront l'âge de partir à la retraite. Et dans ces 200 000, vous avez énormément de femmes qui ont conquis ce statut de haute lutte, mais sur le tard, à la veille du départ à la retraite de leurs époux. Et donc, ce sont elles qui constituent aussi le gros des bataillons de ces départs. Alors, les 30% de femmes qui s'installent de moins de 40 ans, on peut s'en réjouir, mais ne compenseront pas, malheureusement, de toute façon, le nombre de départs de ces femmes qui constituent en fait le gros des troupes dans les classes d'âge les plus élevées. Donc, il faut relativiser ce qui est en train d'advenir, c'est-à-dire qu'on a des entrées, il faut le saluer, mais qui ne sont pas des entrées massives. Féminisation, ça voudrait dire dépasser les 50%. Or, on en est très très loin. Féminisation voudrait dire finalement que la part des femmes supplante celle des hommes, ou du moins, elle serait plus importante en nombre, en valeur absolue et en valeur relative, ce qui n'est pas le cas. Et féminisation, ça signifie aussi quoi, sociologiquement parlant? Une évolution des pratiques qui sont attestées notamment chez les jeunes femmes qui rentrent. Et donc, féminisation du métier, ça veut dire évolution aussi, finalement, de la façon d'organiser le travail. Féminisation, ça signifie un nouveau rapport aussi à la question salariale, un nouveau rapport aussi, finalement, au marché, aux produits. La féminisation, c'est pas simplement une élévation stricte du nombre de femmes, c'est aussi ce qu'elles changent aussi à l'agriculture. Et ça, dans l'histoire, on voit bien qu'elles ont changé énormément de choses. Il ne faut pas oublier quand même que les femmes en agriculture sont celles qui ont promu l'arrivée de l'informatique. Elles ont conquis leur place grâce à l'informatique et grâce notamment à la comptabilité. Ce sont elles aussi qui ont impulsé des dynamiques en circuit court parce que très souvent, ces femmes qui n'avaient pas de statut avaient une petite caisse, ou du moins se constituaient une petite caisse en vendant des poulets, en vendant un peu de lait, en vendant du beurre qu'elles travaillaient, et donc ça leur permettait d'acheter souvent la blouse qu'elles utilisaient le reste de la journée. Donc elles ont impulsé des dynamiques, elles étaient aux avant-postes de ces signaux faibles en matière notamment de comptabilité, en matière de circuit court, en matière de transition même, puisque bon nombre d'entre elles ont contribué aussi à faire évoluer les systèmes de production. Oui, elles sont plus nombreuses à être dans les circuits courts, à être en agriculture biologique, par exemple, que la moyenne des agriculteurs. Mais attention, elles sont 30%, je crois, si mes chiffres sont bons, à être installées en agribio. La majeure partie des agriculteurs en bio sont des hommes quand même. Donc finalement, vous avez que 30% des femmes parmi les agriculteurs bio. Donc là non plus, attention aux idées reçues, on n'a pas une féminisation. Enfin, l'agriculture bio, elle est portée avant tout par des hommes. Bon. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est d'analyser aussi la place qu'elles ont pu avoir dans l'évolution des formes d'organisation de la production, parce que beaucoup plus attentive aussi à ces rapports humains au sein de l'entreprise. Je pense qu'on n'est pas dans les clichés quand on dit que finalement elles ont été attentives à la place qu'allaient occuper leurs enfants. Elles ont été aussi très attentives à ces logiques de décohabitation auxquelles elles tenaient beaucoup, parce que finalement la femme paysanne était une femme asservie qui était acculée à des situations patrimoniales, patriarcales, desquelles elle voulait se libérer. Donc là aussi, les femmes ont été en agriculture attentives à des questions relatives à la régulation des naissances, à la contraception. Elles ont été fer de lance de ces grands défis aussi qui ont été portés, on l'oublie, par des femmes agricultrices. Et alors aujourd'hui, c'est quoi une femme agricultrice ? Si c'est plus une femme d'eux, c'est quoi exactement ?
très difficile de dire une femme. J'aime pas l'usage du singulier. C'est comme pour parler d'un agriculteur. C'est quoi un agriculteur? Les femmes en agriculture, ce sont des entrepreneuses qui développent des projets parfois artisanaux. Ce sont des entrepreneuses qui portent des projets parfois commerciaux. Des projets à l'ambition patrimoniale ou à l'ambition même industrielle. Donc finalement, derrière les femmes en agriculture, vous avez une diversité de formes d'organisation de la production qui relèvent d'ambitions très disparates. Voilà, elles sont à l'image des mondes agricoles, ni plus ni moins. Elles incarnent la pluralité des façons de concevoir le métier. Ben, on va justement, tu me fais la transition parfaite. Je te remercie François, puisque nous avons deux agricultrices présentes autour de cette table. Donc Armelle et Aurore. Je vais vous faire parler un peu toutes les deux de vos parcours. Alors ma première question, c'est vous êtes toutes les deux filles d'agriculteurs, ou d'agriculteurs et d'agricultrices. Mais malgré ça, vous n'étiez pas prédestinées, aucune de vous deux, à devenir agricultrice. Donc j'aimerais que vous me racontiez pourquoi c'était pas logique que ce soit vous qui repreniez l'exploitation. Et qu'est-ce qui a fait que quand même vous y êtes allé? Alors peut-être on commence par toi, Armelle. Bonjour à tous. Peut-être juste, te présenter, te dire où tu es et ce que tu fais déjà. Donc, je m'appelle Armelle Parmentier, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, je m'occupe d'un méthaniseur en Seine-et-Marne. Donc je suis née d'une famille de céréaliers avec un grand frère qui du coup c'était logique qu'il reprenne la ferme. Je me suis pas trop posé de questions, puis moi j'aimais vraiment ça. Et puis, arrivée en première, j'ai avoué à mes parents, c'est un peu le mot, que je souhaitais faire des études agricoles. Et donc voilà, j'ai suivi des études agricoles. Sortie de ça, j'ai occupé plusieurs postes jusqu'à finir par m'installer sur une exploitation laitière en Normandie pendant 10 ans avec mon mari. Et au bout de 10 ans, on a revendu, on est revenu en Seine-et-Marne et aujourd'hui, donc, je m'occupe du méthaniseur. Oui, voilà. un milieu. Excuse-moi, vas-y. J'avais juste une question. Oui. Tu as dit j'ai occupé plusieurs postes. Est-ce que tu as été dans l'exploitation familiale ou pas? Oui, mais entre deux. Voilà. Et justement, par contre, oui, et justement, pourquoi c'était plutôt ton frère? Est-ce que c'était dit comme ça, que c'est lui qui reprend et c'est pas toi, même si tu aimais l'agriculture et que tu avais envie de faire ta carrière? Pourquoi la question s'est pas posée pour toi? C'est pas des choses qui se disent, mais c'est des choses qu'on sent. Voilà. Par contre, j'avais des parents. Moi, mon père, c'est lui qui m'a donné l'amour de ce métier. Parce que c'était un passionné et je le suis aujourd'hui grâce à lui. Et quand je lui disais que j'aimais ça, j'allais avec lui, j'étais pas traitée différemment parce que j'étais une fille. C'est vrai que la ferme, elle était pour mon frère, ça je l'ai toujours ressenti, mais quand j'allais avec lui, j'avais pas l'impression d'être une femme. Voilà, j'avais juste l'impression d'être une personne qui travaille dans l'agriculture. Ouais, voilà. Est-ce que tu penses, parce que dans le secteur céréalier, c'est quand même un secteur où il y a le moins de femmes. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même une culture un peu, on va dire, patriarcale, en tout cas du père au fils Oui. Dans l'élevage, la femme a beaucoup plus de place. Elle s'occupait des petits veaux, de la traite, des postes hyper importants en plus en élevage, que dans le céréal, non. On les croise pas. Et toi, Aurore, comment ça s'est passé? Toi, tu voulais aussi être agricultrice dès le début, ou c'est venu petit à petit? Comment ça s'est passé? Alors moi, non, pas du tout. À la base, donc mon cursus, c'était un bac littéraire plastique, un bac pro en mode artisanat et métiers d'art, une année en licence d'archéo et d'histoire de l'art. Donc rien à voir. Non, rien à voir. Pour bifurquer sur un BTS agricole, c'était technologie végétale à l'époque, pour faire un apprentissage. Parce que j'avais vraiment l'envie d'avoir encore des cours, d'avoir un cadre et d'apprendre un métier. Mais j'avais pas pour but encore à ce moment-là vraiment de m'installer. Mais j'ai commencé à aider mon papa de temps en temps pour quelques travaux. Et c'est ce que je vous expliquais, Gabriel. J'ai travaillé dans plein de petites choses, donc autant de l'intérim, à la poste. J'ai vu plein de choses avant de m'installer en fait dans le cadre de la succession de mon papa. Donc c'était vraiment le but là au niveau patrimoine pour moi de reprendre la ferme et que la ferme ne parte pas vers quelqu'un d'autre. Et comment tes parents ont vécu ça?
Du coup, mon papa n'était pas là pour le voir, vu que c'était la succession de sa ferme, mais ma mère n'acceptait pas le fait que je veuille reprendre la ferme. Elle n'était pas du tout du milieu agricole. Elle a subi peut-être à une époque de sa vie le fait que mon père était agriculteur. Et pour elle, j'allais pas en vivre. Pour elle, voilà, c'était pas concevable. Enfin, peut-être pas assez féminin pour moi. Elle voulait que je retourne dans le métier de la mode, par exemple. Elle voulait que je retourne dans des choses un peu plus féminins, entre guillemets. D'accord. Et du coup, tu as donc un parcours. Peut-être que le premier frein, ça a été celui-là. Ça a été finalement ta maman qui voulait pas que tu sois agricultrice. Et peut-être aussi toi, ton premier frein, Armelle, c'était de ne pas être la descendante, en fait, de ne pas reprendre l'entreprise familiale, l'entreprise agricole familiale. On voit que tu as eu un parcours un peu atypique, on va le dire, avec des études riches, un parcours divers. Est-ce que ça t'apporte peut-être une vision différente dans ton métier aujourd'hui d'agricultrice ? Ouais, carrément, parce que moi je me suis pas présentée, je suis désolée, on est parti directement dessus. Pardon. Mais donc moi je suis Aurore Paillard, donc je suis installée en grande culture avec une petite diversification de safran depuis 2020, donc installée en 2016 et le safran est venu en 2020 pour avoir le côté un petit peu transformation, contact aux consommateurs aussi pour pouvoir échanger sur le métier. Après, la richesse, c'est d'avoir fait plein de choses avant, d'avoir l'ouverture d'esprit surtout. Et moi, dans mon métier, je déteste tout le temps faire la même chose. Donc, en grande culture, comme on dit souvent, en grande culture, les céréaliers notamment, ils n'ont pas beaucoup de boulot. Bon, ok, mais souvent on le prend. Non, c'est vrai. Par rapport à un éleveur, du coup, je suis avec un éleveur laitier en Normandie. Moi, je suis en grande culture en Bourgogne. Je vois clairement la différence de temps de travail. Mais par contre, j'utilise d'autres escients, notamment pour mon engagement aux jeunes agriculteurs. Et là, je suis en train de créer une deuxième société pour faire des logements insolites. Très bien. Oui. Non, vas-y. Armelle, toi, tu as eu une partie de ton expérience professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter chez un tractoriste ? Et puis ensuite, peut-être la méthanisation, tu es quand même dans des milieux très masculins, numériquement très masculins. Comment ça se passe pour toi ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, dans mon expérience professionnelle, je souffre pas d'être une femme. Je sais pas bien comment le dire, mais donc je suis arrivée chez le concessionnaire, c'était que des hommes. Il y avait quelques femmes dans les bureaux, cliché. Et sinon, moi, j'avais que des hommes. Mais pareil, j'ai jamais ressenti qu'en fait j'étais une femme au milieu d'hommes. C'est-à-dire que il y avait de l'entraide, il y avait tout ça, mais on avait tous la même volonté, c'était de réparer le client en gros. Et moi, j'avais pas du tout cette impression d'être une femme, quoi. J'ai toujours eu l'impression d'être leur égale. Pardon, ouais. Et ensuite, la méthanisation, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était une évidence que toi, en tant que femme, est-ce que tu as ressenti, tu as pu être embauchée facilement parce que tu étais une femme ? Alors, j'ai été un peu pistonnée dans le sens où, dans le méta, avant qu'il se crée, mon mari et mon frère étaient porteurs de projets, s'associaient à 5 autres agriculteurs. Et du coup, au début, moi, la méthanisation, ça me plaisait pas du tout. Et à force de les écouter parler, ça m'a vraiment intéressée. Moi, j'adorais mon métier, mais j'avais vraiment besoin d'aller à l'extérieur. En fait, ça me manquait énormément. Et à force de les écouter, je me suis passionnée. Je me suis intéressée, puis je leur ai dit, moi, ça me plairait bien. Il y avait un poste à pourvoir donc de responsable de site, de s'occuper du méta à temps plein. Ça me plairait bien. Et donc, nous, ça nous plairait bien aussi que tu viennes. Et puis, en gros, ils m'ont dit, viens à un ensilage, montre ce que tu sais faire avec tracteur remorque, et puis on verra quoi. Enfin, tu te feras connaître. Ce que j'ai fait, ça s'est bien passé. Et ensuite, quand il y a eu discussion pour le poste, il y en a un qui a sorti, pourquoi pas une femme ? Alors, un qui savait que j'avais envie de rentrer, quoi. Et les autres, ils ont dit, oh, pas une femme Et du coup, quelqu'un a proposé. Alors du coup, mon frère il dit Armelle. Ah bah ouais, Armelle, ouais. Donc Armelle, c'est un peu différent. Armelle, elle sait conduire des tracteurs. Je sais pas, mais ouais. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils cherchaient pas ils auraient pu chercher une compétence, et là, en fait, c'était pourquoi pas une femme. Ils auraient pu dire pourquoi pas une compétence aussi.
Oui. C'est parce qu'en fait, c'était un des associés qui a amené le sujet comme ça. Voilà. Mais... Alors, si je peux faire une remarque, je trouve que à chaque fois dans ton parcours, dans ton changement de parcours, en fait, tu as osé, c'est toi qui es allé proposer. Oui. Ça t'est pas venu par tes parents, Non. par ton entourage, Non. Ça c'est quand même assez atypique, on peut dire, du comportement féminin. Ok. Est-ce que ça tu le ressens ou pas? Je pense que j'ai peut-être cette tendance à aller vers les choses qui me plaisent. Je suis pas forcément dans le... Enfin, j'y vais souvent au coup de cœur dans plein de choses. Et du coup, un métier, pour moi, ça doit être quelque chose qui nous anime. Voilà. Donc, quand il y a un truc qui me plaît, j'y vais. Alors, je pense que je le dirais peut-être un peu différemment, Fadela, c'est-à-dire que là, on a des femmes qui osent, heureusement, il y en a, mais c'est vrai qu'on sent toutes les deux qu'il y a cette volonté, dans ton témoignage aussi, Aurore, il y a quand même, on y arrive, vous y êtes arrivé parce que vous avez su aller au-delà des freins et parce que votre volonté, elle était importante. Alors peut-être la question, c'est plus bon, pour les femmes qui ont peut-être plus de doutes, est-ce que c'est pas difficile, est-ce qu'il n'y a pas des freins un peu, qu'est-ce que vous pensez, quels sont les freins là, les principaux freins pour vous, pour une femme actuellement, pour rentrer dans un métier de l'agriculture? Alors pour moi, les freins que j'identifie quand j'échange avec des collègues ou souvent notamment avec des JA, les freins c'est déjà par secteur. Déjà suivant où on se trouve en France ou dans quelle commune on se trouve, clairement, je me rends compte qu'il y a des endroits qui sont très très ouverts et d'autres endroits, pour pas citer un peu plus le nord, à certains endroits c'est très très compliqué. La femme elle est bonne à faire la traite et la compta, clairement. Donc ouais, ça donne pas forcément envie, malgré qu'il y ait des femmes qui soient hyper motivées. Et ça reste dans le milieu familial également, hein. C'est se faire couper l'herbe sous le pied. Et après, c'est pouvoir rebondir aussi, donc avoir la force de rebondir et aller chercher, par exemple, comme toi, soit être salarié, soit à trouver une autre exploitation qui n'est pas celle de la famille, hein, clairement. Donc c'est les imaginaires un peu qu'il faut changer. Ouais. Après, c'est clairement la volonté d'y aller et de pas se laisser retourner la tête, quoi. Alors, du coup, je vais donner la parole à Valérie Leroux, qui est directrice générale déléguée de Unilassal, du groupe Unilassal. Valérie, en réaction à chaud, là, justement, sur ces deux témoignages, pour aller après sur des questions plus concrètes, mais tes réactions? Bonjour à tous. Je trouve ça vraiment intéressant parce que donc à Unilassal, peut-être je reviendrai un petit peu sur Unilassal, mais pour réagir à chaud, il se trouve qu'on étudie déjà depuis 3 ans maintenant un petit peu notre population d'étudiantes et d'étudiants, puisqu'en fait, si on veut féminiser, il faut étudier les deux. Il faut rapprocher le micro. Il faut donc étudier les deux. Et depuis 3 ans, on a 2 enseignantes-chercheurs chez nous qui regardent un petit peu ce qui se passe sur l'intention entrepreneuriale pour l'agriculture. Donc en fait on fait des enquêtes, on a fait une enquête auprès de 400 de nos élèves et sur ces 400 élèves on a eu 40% de taux de réponse et en fait l'intention entrepreneuriale chez les femmes elle est super élevée. Alors c'est très très intéressant de voir qu'entre l'intention entrepreneuriale qui existe, donc chez nous on forme, là je parle plutôt de cohortes qui sont des ingés, hein, donc ingés pour le monde agri, parce qu'en fait la question de Gabriel en introduction de notre table d'hôte, c'était est-ce qu'il y a vraiment 60% de femmes dans les écoles d'ingé du ministère de l'Agriculture? Alors je veux dire, oui certainement, et il faut dire aujourd'hui les écoles du ministère de l'Agriculture, souvent c'est agro et veto, déjà. Donc quand on dit agro et veto, dès qu'on dit la partie et veto et la partie en fait food, l'alimentation, déjà c'est super féminin. Quand on va parler de la partie production agri, c'est beaucoup moins féminin. Chez nous, sur vraiment cette population-là des ingénieurs agri et agronomie, on a 50% de femmes encore. Voilà. 80% chez les vétos, 75-80% chez les vétos, 75-80% quand on est sur l'alimentation et la santé. C'est une autre formation d'ingé qu'on a. Donc déjà, ça, c'est très différenciant. Donc dans cette étude qu'on a fait auprès de la population des agros, vraiment, on voit des choses. Donc l'intention entrepreneuriale, elle est forte, mais elle est globalement moins forte que chez les garçons qui ont aussi cette intention entrepreneuriale. Point 1. Donc en fait, ça veut dire que la détermination, il y a un truc qui se joue là. Le deuxième élément un peu, je dirais, saillant, c'est qu'il y a plus de doutes sur les capacités. Et ça rejoint ce qu'on disait là.
C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail à faire sur la Les confiance en doutes soi. que les filles ont elles-mêmes sur leurs C'est propres ça. capacités. Donc globalement, quand on compare la population des garçons et des filles, on voit que les filles, elles sont un peu moins sûres d'elles par rapport à leurs capacités. Donc ça veut dire aussi derrière beaucoup de besoins de formation, par exemple. Beaucoup plus. Elles ont envie, mais elles doutent plus. Mais elles ont super envie, parce qu'en fait, c'est 70% d'entre elles qui ont cette intention-là. Donc en fait, il y a quelque chose à faire pour faire en sorte que ça débouche plus. Ça veut dire que ce n'est pas un retrait ou un désintérêt, mais il y a des verrous peut-être à certains endroits qu'il faut qu'on arrive à lever. Et donc, au groupe Unilassal, vous avez mis en place des formations spécifiques pour justement ces femmes qui doutent ou qui sont moins sûres d'elles, pour aller au-delà de ce fameux plafond de verre, comme on dit souvent, pour avoir ou un peu de ce syndrome de l'imposteur qui peut y avoir, en fait, et qui est un peu terrible. On y arrive. Très culturel. Ça, je pense qu'on en reparlera un peu. Mais oui, est-ce qu'on a fait des choses On fait beaucoup de choses. On fait des choses d'abord dans la formation, dans l'information. Donc déjà, tout le monde est sensibilisé à l'entrepreneuriat. Première chose, c'est qu'on voit que si on sensibilise, ça déclenche. Donc il faut déjà faire ça. Deuxième sujet, on a à la fois une majeure, quand on arrive en dernière année, qui est dédiée à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est super. Ceux qui veulent y aller peuvent y aller. Et en gros, on a à peu près 40% de femmes. Donc je veux dire, ça reste élevé quand même. Oui. C'est encourageant. Par contre, alors là où il faut qu'on continue, c'est accompagner. Alors on s'est dit, on va créer un pôle entrepreneuriat, parce que finalement, c'est pas forcément en dernière année du cycle ingé qu'on décide d'entreprendre. La question ou l'envie, elle peut être présente assez tôt. Donc on a un pôle entrepreneuriat qui accompagne un élève, quel que soit sa formation, son niveau d'études, quand il a envie d'aller vers la création ou la reprise. Alors je vais donner les éléments tels qu'on les observe. Hein. Oui. On a accompagné à peu près un peu plus de 300 jeunes dans le cadre de ce pôle entrepreneuriat. On avait plutôt 50% de jeunes femmes qui étaient au début où on a fait cet accompagnement. Ça baisse un peu, on est plutôt vers 40. Ah. Donc le challenge, il est là. Bon, alors c'est peut-être parce qu'on est en plus grand nombre aussi. Mais il y a quand même un vrai boulot à faire. Et est-ce que vous savez vers quel type d'entrepreneuriat elle se dirige aussi? Et ce que vous disiez, en fait, ce que vous évoquiez, était complètement, est typique de ce que nous on voit aussi. La filière animale, c'est incroyable, incroyable. Je veux dire, on a des parcours sciences animales avec une trentaine d'élèves et 80% c'est des filles. Je veux dire des jeunes femmes. Le domaine de tout ce qui va être, alors je vais dire l'agroécologie, mais au sens avec une vraie vision sur la protection des espaces naturels, la médiation, l'animation, donc autour de ces sujets-là. Des projets de territoire, donc un petit peu comme quand on est sur un sujet de méthanisation, on est sur un projet territorial, donc sur des projets ou de services, ou alors parfois des business un peu plutôt solo à côté, en fait, de leur métier d'agricultrice, l'expertise, le conseil, la communication, etc., etc. Donc oui, il y a quand même, il y a des domaines sur lesquels on ne va pas trop, quoi. Et pourtant, il y a plein de choses à faire. Merci Valérie. Olivier Clos, tu es directeur de MG Consultant, une agence de recrutement spécialisée sur le monde agricole. Justement, ce que vient de nous dire Valérie, quand on a préparé cette intervention, tu me disais qu'il y avait des métiers, ça fait je crois une vingtaine d'années, donc tu as du recul sur l'emploi, qu'il y avait des métiers avant qui n'étaient pas du tout féminins, comme par exemple être commercial dans le monde agricole. Alors est-ce que tu peux nous faire un peu, nous donner quelques explications? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je dirige donc une structure qui accompagne les entreprises qui travaillent pour les agriculteurs. Donc je travaille pour des coopératives, des négoces, des fabricants de matériel agricole, voilà, toutes les entreprises qui travaillent pour les agriculteurs. Et dans ce monde-là, moi, ça fait 20-25 ans peut-être que je recrute. Et j'ai vu une grande évolution quand même dans la proportion de femmes intégrées à l'ensemble de ces entreprises-là. Alors, d'abord parce qu'au niveau des écoles d'ingénieurs, effectivement, j'ai vu aussi une évolution de la proportion des jeunes femmes qui intégraient ces formations. Donc on a du coup de fait des gens diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi avec du coup une proportion de femmes. Oui, alors Valérie parlait de 50%, je pense que dans certaines écoles c'est même un peu supérieur.
Mais il y a 20 ans, on était peut-être à 70% d'hommes et 20 ou 30 de femmes. Enfin, voilà. Donc ça a quand même pas mal changé. Et donc, sur certains métiers, effectivement, il y avait quelques barrières psychologiques à essayer de lever. Une femme ne peut pas être commerciale auprès d'un agriculteur, aller lui vendre un tracteur, aller lui vendre des phytos, aller lui vendre des semences. Voilà. Éventuellement, lui vendre un peu de conseils en Serre France, ça va bien. Mais par contre, aller vendre quelque chose de matériel, de physique, de technique, non, c'était compliqué. Voilà. Il fallait absolument qu'un agriculteur parle à un homme pour acheter quelque chose. Or, c'est vrai que dans mon métier, on s'aperçoit qu'il faut d'abord évaluer un certain nombre de capacités et un savoir-être, quelque part, pour faire un métier. Les compétences s'acquièrent. On peut apprendre à vendre des phytos, on peut apprendre à vendre des semences. Voilà. Mais il y avait des freins énormes sur le fait que voilà, un commercial, ça doit avoir un costard, des chaussures cirées, une belle voiture et être un homme. Voilà. Et ça, heureusement, ça a changé. Alors, si on revient sur la thématique du jour, sur la féminisation de l'emploi, mythe ou réalité, donc est-ce que toi, dans les recrutements, tu as, alors je vais oser le demander, est-ce qu'on te dit des fois, je veux pas de femmes ou je veux des femmes? Alors c'était le cas il y a quelques années, ça ne l'est plus, ou ça l'est très occasionnellement maintenant, heureusement. Alors il faut savoir que le monde du recrutement a quand même beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses au niveau sociologique, mais peut-être que François en reparlera, qui ont bougé. Nous, on est liés, par exemple, à un certain nombre à des lois, hein, où on doit notamment ne pas discriminer à l'emploi. Et il y a 26 critères de discrimination dans le recrutement. Voilà. Et donc, être homme ou femme, c'en est un, c'est le plus évident, j'allais dire, qu'on puisse repérer. Mais il y a une posture aussi des entreprises qui a évolué, il y a une posture des employeurs qui a évolué, il y a une posture des candidates qui a évolué. Elles ne se disent plus ou elles se disent moins que ce n'est pas possible. Excusez-moi, hein, parce que... C'est pas évident là. Il faut une voix qui porte. Voilà. Et donc, les candidates elles-mêmes se disent que c'est possible aussi maintenant. Donc j'ai des clients qui sont des négoces ou des coopératives qui me disent oui, j'ai des femmes chefs de silo, c'est possible. Donc les métiers évoluent, il y a quand même des métiers qui sont un peu plus techniques. Absolument. Donc la technicité ne peut pas être un critère à un moment donné, parce que acquérir une technicité, c'est possible pour tout le monde. Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi un frein, un mot aussi qui m'avait un peu choqué dans la préparation de notre entretien, quand tu m'as dit qu'il y avait une notion de productivité des femmes avec enfants et des femmes sans enfants qui était différente pour les employeurs. Il y a une perception, effectivement, qui est toujours, je ne vais pas dire malsaine, mais qui reste un petit peu comme ça dans l'air, où on se dit effectivement qu'une femme, elle a d'autres activités, elle a un autre métier, elle doit tenir un foyer, elle a des enfants, elle a machin. Et donc ça va être compliqué de lui demander autant qu'on pourrait demander à un homme. Ah, et ça m'agace quand j'entends ce genre de choses d'un employeur potentiel. Parce que non, alors déjà, sociologiquement, on a aussi un équilibre dans les couples qui est différent d'il y a 20, 30, 40, 50 ans. Effectivement, moi, ma grand-mère, qui était femme d'agriculteur, et pas agricultrice, ma maman, pareil, elles avaient une place qui était totalement différente dans le couple. Elles étaient en charge, effectivement, de tenir le foyer, d'élever les enfants. Maintenant, on voit des agriculteurs qui ont des conjointes ou des agricultrices qui ont des conjoints qui se partagent largement beaucoup plus les tâches, heureusement, à la maison. Et ça permet à chacun de développer sa carrière, du coup, aussi de façon équilibrée. Avant de passer à Michael, je crois qu'Aurore a très envie de rebondir là-dessus. Donc, moi, j'avais juste un point rapide. Avant de m'installer, moi, j'ai des collègues qui bossaient soit en mécanique, soit à vendre des produits en coop, soit des tracteurs. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ne vas pas vendre des tracteurs? Tu vas en vendre plein. » Enfin, c'était le côté un peu... il y a une fille qui arrive dans une cour, ça y est, les gars, ils vont tous acheter des tracteurs. Mais la preuve que non, c'est que... Et l'autre jour, en échangeant avec d'autres, c'est pareil, c'est pas forcément une théorie véritable. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça évolue, mais c'est le côté où la femme n'est pas capable de vendre un tracteur, d'avoir le côté mécanisation. Enfin, ça, c'est encore réel. Enfin, clairement...
Oui, ça évolue, heureusement, mais on sent encore certains freins et ouais, c'est dommage. Oui, il y a encore du travail. Michael Jacquemin, toi tu es agriculteur, tu es aussi président de la PECITA. Alors peut-être tu peux expliquer un petit peu ce que fait la PECITA, tout le monde ne connaît pas. Et puis comment, est-ce que vous avez, il y a des chiffres à la PECITA sur les femmes, les hommes, et est-ce que vous avez un accompagnement spécifique des femmes ? D'abord, moi, je suis vraiment ravi de participer à cette table d'hôte sur ce super stand Agri-Demain. Et c'est vrai que quand on a préparé très rapidement cette table, bon, je ne m'avais pas imaginé qu'il y avait quand même un vrai sujet. Parce que je suis quand même, j'ai la chance d'avoir un entourage professionnel très féminisé. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait cette problématique-là. Bon, déjà, la première, c'est mon épouse. Je suis marié avec une agricultrice. Donc à 70 km de l'exploitation, c'est pas forcément simple, surtout qu'il y a de l'élevage, mais on gère et c'est une vraie agricultrice. Parce que, moi, je voudrais pas vous décevoir, hein, mais la politique des chiffres, les 30%, ils sont surestimés en plus. Parce qu'on a aussi des agricultrices qui ne sont pas véritablement des agricultrices. C'est des agricultrices un peu pour des raisons fiscales, sociales, voire contrôle des structures. Donc attention aux chiffres quand même. Et donc, je suis aussi employeur, donc employeur de tractoristes féminines en l'occurrence. Sur mon élevage, j'ai l'élevage porcin, j'ai des femmes. Quelques anecdotes. Mon concessionnaire, le chef d'atelier, c'est une chef d'atelier. Et donc c'est vrai que la première fois qu'on appelle, qu'on demande, parce qu'on a le numéro directement de l'atelier, et puis on demande le chef d'atelier, parce qu'on tombe sur une dame, elle nous dit non, c'est moi, bon ok, dont acte. Et puis après ensuite, très rapidement, on s'aperçoit que ça fonctionne super bien. Oui, là ça fait référence un peu à la bande dessinée, il est où le patron, hein, oui, mais les techniciens arrivent sur la ferme, demandent il est où le patron, parce que c'est une évidence que le patron c'est un homme. Quoi. Donc mais à coup pas, mais c'est vrai que je suis tombé dans le piège, quoi. Voilà. Mais, voilà. Merci pour cette honnêteté, Michael. Oui, c'est une anecdote. Merci, vraiment. Et ensuite, dans l'entourage technique, sur ma chambre d'agriculture, les techniciens sont des techniciennes. Il y a une quinzaine de techniciens et en fait, c'est 11 techniciennes. Et aujourd'hui, ça pose aucun souci à personne et les agriculteurs demandent beaucoup de services à la chambre d'agriculture et le genre n'est pas un sujet, quoi. Au niveau du commerce, je suis producteur de pommes de terre. La plupart des acheteurs, et en l'occurrence des acheteuses, qui passent pour analyser, laver, contrôler la qualité et pour faire la négociation commerciale, ce sont des femmes. Donc ça se passe très bien sur mon exploitation et sur l'élevage de porc également. Donc la petite anecdote, c'est que le renouvellement des générations peut aussi aider parce qu'il y a un vrai sujet générationnel. J'avais donc sur l'élevage de porc, j'ai 5 salariés, donc l'ancien cadre, chef d'élevage, qui est parti en retraite, il avait des a priori. Et donc on avait déjà fait plusieurs tentatives avec des femmes et ça n'allait pas. Et là, depuis qu'on a changé de chef d'élevage, ça va nettement mieux. Et aujourd'hui, on est potentiellement prêt à en embaucher une deuxième. Donc sur 5, deux femmes sur l'élevage de porc, sur 3, je pense que le ratio est plutôt pas mal. Ça fait partie des projets qui sont ouverts. Et puis ensuite, oui, en effet, je suis président de la PECITA. Donc la PECITA, on va fêter nos 70 ans cette année, donc c'est une année importante pour l'association. La PECITA, quand j'y réfléchis, on est très féminisé parce que sur 50 collaborateurs, c'est 41. Non, sur 50, c'est 45 collaboratrices. Donc, oui, énormément de femmes. Énormément de femmes, réparties sur tout le territoire pour accompagner des entreprises au recrutement, donc au niveau de la production, mais l'amont et l'aval. Et donc la PECITA, si vous ne maîtrisez pas forcément, c'est l'APEC du monde agricole. Donc notre sujet, ce sont les cadres, les techniciens, les agents de maîtrise. Et le genre n'est plus un sujet. De toute façon, il y a une réglementation et c'est discriminant. Donc Gabriel me demandait beaucoup de chiffres, mais sur les offres, j'ai pas de chiffres. C'est hommes et femmes. Ensuite, sur les candidats qui se positionnent sur la PECITA, on a la parité. Donc c'est 2023, il y avait 13 000 candidats qui se sont inscrits sur notre site et avec qui on a travaillé pour prendre connaissance des attentes, des besoins pour faire le meilleur accompagnement. Et au total, c'est 22 000 candidats qu'on traite en permanence en accompagnement. Donc à ce sujet-là, il n'y a pas véritablement de sujet. Mais on n'est pas que sur la production, on est aussi amont et aval. Et du coup, vous n'avez pas d'accompagnement spécifique pour les femmes, elles n'expriment pas des besoins spécifiques, les femmes? Ça n'a pas été identifié jusqu'à présent. D'accord, peut-être parce que vous ne l'avez pas cherché.
C'est possible. Oui, et juste parce que je te remercie pour l'honnêteté de ton témoignage, parce que je pense que pour beaucoup de gens, le genre n'est plus un sujet, en fait. Parce que dans nos imaginaires, quelque part, on a nos propres prismes, et quand dans notre prisme, on estime que les femmes sont égaux, ont les mêmes chances que les hommes, on estime que le monde est comme ça. Or, c'est pas du tout le cas. D'abord, il y a première chose, c'est notre prisme personnel, donc on n'est pas forcément, comme tu as l'honnêteté de le dire, t'avais pas encore pris conscience de ça, et puis voilà. Et puis deuxièmement, le monde ne s'arrête pas à notre entourage. Donc là, je pense que dans tous ces témoignages, il y a quand même une prise de conscience énorme à faire sur ces inégalités. Et je vais te demander de répondre à cette question, et peut-être Olivier Clos aussi. Il y a chez les femmes cadres des différences de salaire entre hommes et femmes de 16%. 16%. Et sur des postes qui sont, c'est en sortie d'école, sur les mêmes postes, il y a au minimum 8% en moyenne d'inégalité salariale. Qu'est-ce qui justifie ça aujourd'hui ? Rien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour est-ce que vous menez des actions, vous, en tant qu'employeur? Est-ce que vous dites justement à vos clients, entre guillemets, justement, vous essayez de réajuster, justement? Alors, j'ai envie de dire, rien ne le justifie, mais il y a une prise de conscience. Et à l'APECITA, il y a 2 ans, il y a une étude qui a été menée qui fait ressortir un décalage de 2 000 € annuel de décalage. C'est de trop. C'est pas normal. Et je pense que le fait d'avoir fait l'étude sur les candidats et sur les offres APECITA, c'est déjà un premier acte. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de l'étude et qu'on fasse un travail avec les entreprises qu'on suit pour essayer d'identifier, comprendre. Et puis, il n'y a aucune raison à ce que ça soit le cas. Aucune, peut-être Olivier, ou je crois qu'il y a Valérie. Olivier et Valérie ensuite. Donc oui, c'est un constat. Par contre, là aussi, je trouve que ça a quand même beaucoup changé, beaucoup évolué. On a quand même, même à l'entrée, moi je trouve moins de différences qu'avant. Il y en a encore. Ce qui va freiner à un moment donné, moi je trouve davantage la progression des salaires, ce sont les congés maternité qui vont à un moment donné mettre un coup d'arrêt à des augmentations potentielles des femmes. Et puis, ce que je constate aussi, qui va être lié au salaire aussi, c'est qu'il y a à un moment donné un certain plafond de verre sur certains postes de direction pour les femmes. On a encore trop peu de femmes présentes dans des comités de direction, à des fonctions vraiment de haut niveau stratégique. Donc voilà. Et le sujet de la discrimination de salaire, effectivement, elle existe. Moi, à chaque fois qu'on fait un briefing de poste, par exemple, avec un client, on a une rémunération qui est proposée. Je pose toujours la question de savoir, on est bien d'accord, c'est quelle que soit la personne embauchée. Et alors, une question aussi, je reviens à la question que j'avais posée tout à l'heure à Armelle. Et est-ce que les femmes osent demander également des augmentations ? Moins, et c'est Valérie qui en parlait. Il y a des freins psychologiques, il y a on a peur d'eux, on n'ose pas. Et effectivement, moins, clairement. Alors, très rapidement, mais en fait, nous, ça fait ça fait un moment qu'on a pris conscience de ça. Donc, on a renforcé tout ce qui est la formation pour la préparation à l'accès à l'emploi là-dessus. Et en fait, aujourd'hui, dans les enquêtes qu'on fait, parce qu'on fait des enquêtes conférences des grandes écoles, donc on voit vraiment... alors, ça dépend encore des secteurs. Il y a des secteurs où c'est un peu compliqué. Mais globalement, en moyenne, ça se réduit vraiment de manière importante. Et comme on a à peu près 50% d'hommes de femmes, c'est vraiment intéressant. Et parfois, on a même le salaire moyen des jeunes femmes qui est légèrement supérieur. Donc ça, c'est vraiment former, entraîner, dire aux filles, vous venez négocier votre salaire comme le ferait un jeune diplômé. Une jeune diplômée, elle fait pareil, elle négocie son salaire pas. Elle dit juste merci parce qu'on lui a trouvé un boulot et que c'est déjà super. Non, ça marche pas. Merci Valérie. Alors maintenant, je vais donner la parole à Laurent Mingam, qui est directeur de l'IFOCAP. Et on va quitter un peu la question du salariat pour aller sur la question plus de l'engagement, de la formation et de l'engagement. Et donc, c'est une thématique qu'on travaille beaucoup chez Vox et Meter. Donc, Laurent, est-ce que tu peux nous dire, vous, qu'est-ce que vous proposez comme formation et comment se passe la parité homme-femme ? Oui, effectivement, ma posture d'observation n'est pas sur l'emploi et n'est pas sur les exploitations. L'IFOCAP est une association qui a 64 ans et qui accompagne la formation des responsables professionnels agricoles, donc les agriculteurs et les agricultrices,
qui, d'une certaine manière, sortent de leurs exploitations pour s'engager pour les autres dans des organisations agricoles. La question de la place de la femme dans l'engagement professionnel existe depuis 64 ans. L'IFOCAP y a beaucoup travaillé. Et il y a d'ailleurs sans doute 2-3 époques qu'on pourrait là-dessus identifier. François l'a dit, les femmes ont beaucoup contribué à l'émancipation sociale et culturelle des agriculteurs. Et l'IFOCAP, à la suite de la JAC, de la jeunesse agricole catholique, a accompagné la formation des femmes et spécifiquement des formations féminines dans les années 60, 70, 80. D'abord sur leur rôle de femmes, d'agriculteurs, ensuite sur leur rôle d'agricultrices, mais comme vous le disiez, sur un certain nombre d'activités, en particulier la comptabilité. On a formé des quantités de femmes en fait sur la comptabilité dans les exploitations. Puis on a constaté, à la fin des années 80, au début des années 90, que les femmes ont commencé à dire « Nous sommes, nous, agricultrices, des agriculteurs comme les autres. Et donc nous ne voulons pas de différenciation. » Et dans ces années-là, les formations spécifiquement féminines à l'engagement, à la responsabilité, se sont complètement arrêtées. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les femmes dans l'engagement sont évidemment moins nombreuses que les hommes, mais sont également moins nombreuses que le nombre d'agricultrices dans les exploitations. C'est-à-dire que les chiffres, tu le disais Michael, sont à prendre avec précaution. Quand on dit 30% d'agricultrices, 30% des exploitations sont des agricultrices, ou des agriculteurs sont des agricultrices. Dans l'engagement, on est bien en deçà de ce chiffre-là. On n'a pas de chiffre précis. Il y a eu une révolution dans l'engagement il y a en 2013 de mémoire, dans les élections chambre d'agriculture. L'État a imposé qu'un candidat sur 3 soit une femme. Donc, aujourd'hui, dans les sessions chambre d'agriculture, on a en gros du coup un tiers d'agricultrices. Mais quand on passe à des stades au-delà, c'est-à-dire d'engagement dans les conseils d'administration, dans les bureaux des organisations, on est très 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 loin de ces chiffres-là. On a quelques agricultrices bien connues dans des présidences d'organisations professionnelles agricoles, mais elles sont très rares et elles sont d'une certaine manière un arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire la très grande rareté des femmes dans l'engagement professionnel. Et si je vous pose la question à tous les deux, vous avez combien de femmes dans vos conseils d'administration? Alors, avant de répondre à la question, Fadela, juste donner quelques éléments. On constate quand même depuis un certain nombre d'années une augmentation pour l'IFOCAP du nombre de femmes qui viennent en formation à l'engagement. Notre formation à l'engagement, Michael, tu as eu l'occasion de la suivre d'ailleurs, Omega, qui est une formation longue à l'engagement. On est aujourd'hui à entre 40 et 50% de femmes. Les 2 dernières promotions, nous étions à 50%. Voilà. 50-50, parité exacte entre hommes et femmes. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important parce que c'est pour demain, je crois, la réponse à ce syndrome de l'imposteur que les femmes ont également dans leur engagement. C'est d'autant plus difficile pour une femme de représenter des hommes, finalement, qui sont majoritaires dans l'organisation, du moins le croit-elle. Et c'est ce syndrome de l'imposteur qu'il faut réussir par la formation à casser. Parce qu'elles n'ont pas moins de légitimité à représenter les hommes. Voilà. Mais c'est ce qu'elles expriment. Et c'est ce que l'on ressent aujourd'hui, c'est vraisemblablement ce besoin d'y répondre, comme vous l'avez dit, par l'accompagnement, par la formation, et vraisemblablement par des formations spécifiques, effectivement, pour les femmes, pour les accompagner dans cette montée en compétences et casser ce syndrome de l'imposteur ou ces difficultés ou ces questions spécifiques qu'elles peuvent se poser dans leur engagement, puisqu'il y en a. Alors, pour répondre à ta question sur le nombre de femmes dans les conseils d'administration, alors, allez, non, c'est pas 50-50. Non, c'est combien? C'est clair, c'est pas 50-50. Ça progresse. Moi, à l'IFOCAP, il y a 18 membres au conseil d'administration, il y a 4 femmes. Voilà. Ok, et Michael? Donc nous, en fait, à la PECITA, on a la parité. Mais ce n'est pas la parité homme-femme, c'est la parité organisation patronale et salariale. Exact. Mais donc 20%, 30%. C'est répondre, hein. 20 ou 30%. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, clairement, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, je vous
voudrais pas insister de trop, mais il y a un problème générationnel sur ce sujet. Et je pense qu'il faut leur laisser la place. Et il y a un moment, à partir d'un certain âge, il faut laisser la place aux jeunes, ou au moins vieux. Et le fait qu'on laisse davantage la place, forcément, naturellement, on va inciter des jeunes, hommes et surtout femmes, à pouvoir trouver des places. Merci. Alors j'avais juste une question pour Laurent. Quand tu parlais de mettre en place des formations pour les femmes, Oui. Il me semblait que tu disais aussi à un moment donné qu'il y avait des groupes de femmes qui étaient plus à l'aise en fait pour être formées ensemble. Alors est-ce que c'était ça parce qu'elles étaient ensemble, les hommes n'étaient pas là, ou est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous avez eu cette démarche de créer des groupes de formation dédiés aux femmes? Oui. Je peux essayer d'expliquer, oui. C'est le syndrome de l'imposteur dont on parlait. C'est-à-dire que les femmes ont besoin de gagner en confiance entre elles et ensuite avec les hommes. Voilà. Donc on a à lever un certain nombre de freins par le partage d'expériences des femmes entre elles. Mais il faut leur faire entendre que ce partage d'expériences de leurs difficultés, c'est encore plus efficace de gagner en confiance lorsqu'elles le partagent avec des hommes. Voilà. Donc il y a un premier frein à lever, mais il n'est pas suffisant. La formation des femmes seules entre elles n'est pas une solution absolue et miracle. Il faut dépasser précisément cet aspect-là pour se retrouver en réunion et avoir, j'allais dire, aujourd'hui ce que les femmes expriment, c'est on a peur de prendre la parole, on a peur de s'exprimer. Voilà. C'est des choses qui se disent. On va être jugé comme des femmes, on est moins légitime. Voilà. Donc ces expériences-là, il est important à un moment donné qu'elles les partagent ensemble et qu'elles se disent, ben non, quoi, on y va. On y va, on n'a pas de souci là-dessus. On sent qu'il y a un grand nombre de barrières culturelles encore dans tous les témoignages et on sent qu'il y a vraiment de la famille jusqu'à l'éducation, à la formation, etc. Tous ces freins à lever pour que les femmes puissent se libérer un petit peu et libérer leur potentiel. Alors, on va sortir un petit peu du monde purement agricole parce qu'on va avoir le témoignage de Véronique Marquez, donc de Corteva. Alors, ce qui nous intéresse, Véronique, c'est tu es une femme très engagée pour les femmes. Ton entreprise est engagée pour les femmes. Donc, j'aimerais bien avoir un petit peu ton éclairage. Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise Corteva, qui n'est pas une entreprise agricole, qui n'est pas une coopérative, mais qu'est-ce que vous faites pour les femmes? Comment vous avez mené, vous êtes quand même assez exemplaire sur le sujet. Et puis, peut-être en deuxième partie, aussi te demander quel est ton regard sur le monde agricole, sur les femmes du monde agricole. Ok, merci. Donc, Véronique Marquez, donc, je m'occupe de la communication chez Corteva AgriScience. Donc chez Corteva, on est une société internationale 100% dédiée à l'agriculture. Et on est une société internationale agricole. Voilà. Et donc, on propose des solutions donc, pour les agriculteurs en santé végétale, en semences, en agronomie digitale. Et donc, on est complètement dédié à l'agriculture. Donc en fait, chez Corteva, bon, déjà, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes? Je dirais que c'est une société dans laquelle il est agréable de travailler pour les femmes. Mais au-delà de le dire comme ça, comment ça se traduit et comment on peut l'illustrer? En fait, je dirais pour les femmes, mais pas que. Mais quand on regarde déjà quelques chiffres concrets, donc chez Corteva, on a un index égalité homme-femme de 97. Vous savez, c'est l'index qui est officiel, mis en place par le gouvernement, qui mesure en fait les écarts de salaire pour vérifier que justement on ait des rémunérations, que cet écart se réduise, parce qu'il existe de fait entre les hommes et les femmes. Pour la moyenne France, il est à 88. Chez Corteva, on est à 97. Donc c'est déjà un premier indicateur. Voilà. Le deuxième fait que je citerai, c'est que dans le comité de direction de Corteva en France, bon, Corteva, il y a plus de 22 000 employés dans le monde, il y a 1000 employés, un peu plus de 1000 employés en France, et on a 15 personnes dans le comité de direction, il y a 7 femmes et 8 hommes. Donc on n'est pas complètement en parité, mais on est loin des 20 ou 30% qu'on entend régulièrement. Donc ça, c'est vraiment un chiffre, je trouve, qui est important en France. Et aussi, il est important de noter qu'on a notamment des sites de production, donc milieu production, donc des sites de production en produits de protection des cultures, des sites de production en production de semences. On a 3 sites de production en France, on a un groupement de sites en Alsace qui est un hub, et la directrice est une femme. Voilà. Pareil, près de Toulouse, on a un site de production de semences, on a une directrice qui est une femme. On a un nouveau centre de recherche et de production en traitement de semences. La directrice est aussi une femme. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Un troisième point que je mentionnerai aussi, c'est qu'on a effectivement, vous savez qu'il y a un congé parental qui est pour les papas. Et là, je vais parler de congé parental pour les pères. Il est de 1 mois, je crois 28 jours. Il est passé de 14 à 28 jours en France. Chez Corteva, c'est 4 mois depuis l'année dernière.
Alors pourquoi c'est important pour les femmes? Parce que bon, c'est bien pour les papas, mais c'est vraiment aussi très important pour les femmes, pour les mamans, parce que ça soulage effectivement les jeunes mamans et ça rétablit un peu l'égalité dans le couple pour s'occuper de l'enfant dans les premiers mois de la naissance qui sont très importants. Oui, parce que comme Donc disait ça, Olivier tout à l'heure, l'écart de salaire, il y a un saut qui se fait au moment du premier enfant. Le prix Nobel d'économie a été donné cette année à une femme qui travaille sur ce sujet, en fait, sur le sujet des inégalités salariales hommes-femmes et qui a bien donc identifié ça. Donc congé paternité, c'est peut-être une solution, alors peut-être pour réduire ça fait partie des mesures, voilà. Et un quatrième point, bon après il y en a plein d'autres de mesures chez nous, mais un quatrième point, c'est qu'en fait on a des groupes autour de la diversité chez Corteva, parce que je vais venir après à la notion de culture et de diversité, parce que dans le comment on arrive là, c'est essentiel et ça part vraiment de là. En fait, on a notamment un groupe autour des femmes dans l'entreprise. Donc là, c'est vraiment sur la base du volontariat, donc des personnes, des salariés qui s'engagent dans ce groupe au niveau Europe et qui sont mises en relation avec des leaders ou des mentors, enfin un certain nombre de leaders femmes. Et il y a des femmes aussi, des femmes et des hommes dans ce groupe, et justement qui travaillent et qui proposent des idées en continu dans l'entreprise, justement pour faire en sorte qu'il y ait une égalité homme-femme et que en fait, ce ne soit pas un sujet. En fait. Et je rejoins tout à l'heure, Armelle disait, bon, moi, j'ai pas eu l'impression d'une femme vraiment distinguée des autres. Moi, dans ma carrière professionnelle, ça a été pareil, en fait. J'ai pas ressenti du tout la même chose parce que culturellement, dans la société, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc ça, ces groupes-là font des propositions aux décisionnaires chez Corteva et ensuite des mesures sont prises au fur et à mesure. Donc ça ne vient pas tout seul en fait. Non, ça ne vient pas tout seul. Vous mesurez, vous faites des propositions. Oui. Il y a quand même, ça ne vient pas de nulle part. Oui, alors ça c'est indispensable. Mais je dirais que le plus important dans tout ça, à mon avis, c'est la notion de culture. De culture d'entreprise, de diversité. La diversité, c'est vraiment dans l'ADN de Corteva. C'est-à-dire que ce n'est pas valable uniquement pour les femmes, c'est valable en général. On est une entreprise où on a énormément besoin d'innover pour l'agriculture. Et pour innover, on a toujours été convaincus qu'il faut de la diversité et que des équipes avec des profils très différents peuvent produire, effectivement, trouver des solutions à des problèmes complexes plus facilement parce qu'il y a une diversité de points de vue, de profils. Et donc, ça s'applique effectivement aux femmes, mais à l'ensemble des profils dans l'entreprise dès le recrutement en matière de diversité. Et ça, comment est-ce qu'on y arrive aussi? C'est qu'il faut favoriser une culture, on appelle ça, nous, un sentiment d'appartenance. Alors, l'appartenance dans le sens où j'ai vraiment ma place chez Corteva. Et j'ai vraiment ma place, que je sois une femme, que je sois, que j'ai n'importe quel profil. Et il y a cette notion de faire en sorte que les employés, quand ils sont dans l'entreprise, ils sont dans l'entreprise avec leur identité, leur personnalité, et qu'elle est pleinement acceptée et reconnue. Et que ce soit un environnement, je dirais, safe, secure, où chacun, avec son identité propre, se sente bien. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, peu importe, et quel que soit son profil. Ça fait rêver, là. On a envie de ça pour le monde agricole aussi. Mais je dirais que ça passe vraiment par des comportements au quotidien, de promouvoir la diversité et promouvoir le fait que les femmes soient, comme tout le monde, dans l'entreprise, dans tous les actes quotidiens dans la société, que les leaders en soient convaincus et surtout que dans les décisionnaires, dans les comités de direction, il y ait vraiment des personnes qui favorisent la diversité, qui favorisent les évolutions de carrière des femmes, le fait qu'elles se sentent bien dans l'environnement de travail. Avec tous les salariés. C'est vrai que j'étais un peu en train de rêver aussi en me disant on n'est plus là en effet sur la thématique de la mixité, de la parité, mais de la diversité. Donc c'est encore un échelon. Et qu'est-ce que tu pourrais penser, toi, comment est-ce que le monde agricole pourrait évoluer, sur quel axe il pourrait travailler avec ton regard justement de cette entreprise qui a des pas d'avant, sur quel axe on pourrait évoluer, on pourrait travailler le plus rapidement possible pour être le plus efficace, pour aller vers cette mixité? Je dirais qu'il y ait des leaders qui favorisent effectivement, des décisionnaires qui favorisent effectivement l'évolution des femmes. Mais je dirais aussi que pour moi, le plus important, sont les exemples qu'on voit. Je veux dire, on voit, il y a beaucoup d'agricultrices qui prennent la parole et qui, moi, j'ai surtout tendance à regarder ce qui est positif, toutes les actions. Et je trouve que, moi, ça fait longtemps que je suis dans le monde agricole professionnel. Quand j'ai commencé à travailler, je voulais faire du terrain. Déjà, j'ai eu du mal à décrocher un emploi pour faire du terrain. On était 2 femmes à faire du terrain, en gros technico-commercial, dans une société d'agrofourniture et aller visiter des agriculteurs avec des responsables technico-commerciaux de la distribution. On était 2 femmes sur le quart nord-est de la France
Les deux étaient Dupont à l'époque, hein, puis après ça a été Corteva et Dow. Pour la petite histoire, c'est les deux entreprises qui ont fusionné ensuite pour donner une partie de Corteva. Donc je dirais surtout favoriser ça. À mon sens, ce qui est le plus important, c'est de valoriser toutes les initiatives qui sont en place et de communiquer, de donner la parole à toutes les femmes qui partagent ça, parce que ça donne envie effectivement à d'autres femmes de faire la même chose. Le message est passé à Agri Demain, mais je crois qu'Agri Demain fait un gros travail là-dessus, sur les femmes, mettre les femmes en avant. Exactement. Vox Demeter, Agri Demain, tout un tas effectivement. Merci Véronique. Toutes ces initiatives sont extrêmement, je trouve, positives pour faire avancer tout ça. Alors, je vais redonner la parole à François sur cet axe. Je pense que tu as peut-être des commentaires à faire sur justement cette parité, cette mixité, cette diversité. Oui, plus ou moins. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est pas acquise. On le constate bel et bien, malgré des représentations, des images qui sont associées à une agriculture qui finalement se moderniserait, s'ouvrirait. On a encore pas mal de travail à faire dans ce secteur-là, et notamment dans les organisations professionnelles, puisque finalement, on le constate, ces organisations sont quand même encore aux mains le plus souvent d'hommes, alors que dans les années 60 et 70, il y avait quand même beaucoup plus de femmes dans les conseils d'administration, finalement, très paradoxalement, alors que les femmes n'avaient pas forcément toujours un statut. Elles étaient quand même plus nombreuses dans les organisations et à leur tête. Donc voilà, je pense que la place des femmes en agriculture renvoie avant tout à une construction sociale et politique, et je pense que c'est important de le rappeler. Oui, merci François. Aurore, toi tu es, en plus d'être agricultrice, tu es administratrice au JA national, aux jeunes agriculteurs. Tu es aussi secrétaire général d'Agri Demain, je crois. Mais ton mandat aux jeunes agriculteurs, est-ce que tu peux en parler un peu à travers tout ce qui s'est dit là sur les difficultés des femmes? Vous n'êtes que 3 ou 4 sur combien? On est 4 sur 37. Sur 37, pourtant vous êtes des jeunes. Les jeunes, normalement, j'entends tous les JA que je rencontre, ils me disent il y a plus de soucis. Et en 2022, on a doublé la mise. Elles voilà. étaient que 2. Bravo. C'est ça, ouais. Donc vous avez doublé, mais tous les JA que je rencontre, ils me disent il n'y a plus de soucis hommes et femmes. Et pourtant, vous n'êtes que 4 femmes dans le conseil d'administration. Il est où le problème? La petite anecdote que j'aime bien là, depuis le mois de décembre, je la sors parce que je suis sur la Saône-et-Loire, donc où je suis installée. Je suis sur une petite coopérative. Historiquement, elle est quand même de 1932, donc assez vieille. La première administratrice est rentrée au mois de décembre. Donc là, on voit qu'il y a une disparité. Alors oui, peut-être qu'il y a moins de femmes sur notre secteur qui sont installées, et encore. Après, pour le côté engagement, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les femmes, potentiellement, c'est elles qui portent les enfants. Et après, qui encore les élèves. Parce que malgré tout, dans l'inconscient collectif, ça existe toujours. Même si les choses évoluent, qu'il y a le congé paternité et que de plus en plus de papas acceptent de le prendre, ça reste encore très ancré. C'est la femme qui s'occupe des enfants. Et quand on a échangé toutes les deux, Gabrielle, moi, c'est ce que j'avais la notion. Une présidente de département qui vient d'arrêter, là, qui me disait « Non, j'aime bien quand même m'occuper de mon enfant. » J'ai du mal à déléguer quand même. Voilà, elle a fait sa partie présidence. Maintenant qu'elle a un enfant, elle a dit j'arrête, je recommence pas un deuxième mandat parce que j'ai envie de m'occuper. Voilà. Donc ça reste encore très ancré sur le côté famille. Oui, et je pense encore en 2024, c'est quand même la charge familiale, elle est quand même beaucoup sur l'épaule des femmes, et peut-être que le congé paternité, peut-être là que toutes les pistes qui sont évoquées vont pouvoir aider à faire bouger les mentalités. Je voudrais juste avoir un témoignage extérieur rapide. Céline Villa, qui est agricultrice, qui est employeur, qui est à la commission emploi de la FNSEA. Tu représentes la commission emploi, qui réfléchit sur les femmes, qui fait partie d'associations de femmes chefs d'entreprise agricole. Le mot de la fin, je crois que malheureusement on est un peu court, mais j'aimerais bien avoir un peu un mot peut-être de ce qui a été dit, peut-être ton apport, un peu ton regard sur comment on pourrait faire bouger les choses. Alors, être chef d'entreprise, c'est pas facile. Être une femme chef d'entreprise, c'est encore moins facile. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, je me suis beaucoup retrouvée dans toutes les prises de parole qu'il y a eu.
Aujourd'hui, j'ai 49 ans, donc j'ai vécu plusieurs époques. J'ai vécu le syndrome de l'imposteur. Et en fait, c'est le fait de faire un pas de côté en dehors de l'agriculture qui m'a permis d'avoir le regard de d'autres chefs d'entreprise non agricoles à travers l'APM, une association, l'association pour le progrès du management, et qui m'a permis de prendre confiance en moi et de réaliser que finalement, au-delà de mes compétences techniques, j'avais aussi des compétences. On parle beaucoup de soft skills dans les qualités qui sont importantes dans le monde du travail, qu'on soit chef d'entreprise ou salarié. Voilà, ça m'a permis de développer peut-être ces soft skills, d'y faire attention, de les repérer, et puis aussi de prendre conscience que c'est la diversité qui fait la richesse d'une entreprise. Le monde agricole est soumis à de plus en plus de pression et de contraintes. C'est de plus en plus difficile d'être un chef d'entreprise agriculteur dans des collectifs, puisque moi j'ai 10 associés. Et la créativité et l'innovation, elle ne viendra que de la diversité. En fait, c'est la vulnérabilité et la contrainte, je crois, qui crée l'innovation et l'adaptation. Donc les femmes sont une partie de la diversité, mais il y en a d'autres. Le handicap, les aidants, la couleur de peau, l'âge, le fait d'être jeune, le fait d'être senior. Donc il y a tout ça. Et parce que c'est une des solutions et des voies pour que l'agriculture puisse continuer en France, je crois qu'il faut développer cette diversité et y travailler. Merci beaucoup Céline, superbe mot de la fin. Merci beaucoup.